Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous unique en France. Seul 01 TV vous propose tous les mois cette émission dédiée aux mobilités, à toutes les mobilités. Bienvenue dans ce 8e numéro de 01 Drive. Salut François, bonjour à tous. Salut Jérôme. Au sommaire de ce 01 Drive, est-ce le bon moment pour acheter une voiture électrique? Les offres et les bonus se multiplient. Ça peut aller jusqu'à 19 000 €, nous expliquera Dimitri Charitsis. Tiens, 19 000 €, je crois que tu n'as qu'une roue du Porsche Taycan électrique que Dimitri Charitsis a testé pour nous. Qu'est-ce qu'il est chanceux, ce Dimitri. Moi, j'ai des goûts beaucoup plus modestes, François. Ce sont les trottinettes. Nous recevrons le responsable de Bird France pour parler notamment d'une application de navigation. Et puis, on évoquera un vélo électrique totalement innovant, Jérôme, tout à l'heure, qui se recharge en roulant. C'est français, c'est du Sud-Ouest et c'est 31. Ça tombe bien, car la chronique de notre experte Caroline Niquez sera consacrée à l'éco-conduite, comment rouler proprement et en toute sécurité. Voilà, Caroline Niquez tout à l'heure, ça sera en toute fin de ce 01 Drive. Merci d'être là, c'est parti. Voilà, 01 Drive, votre rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités sur 01 TV. Je le disais, rendez-vous unique que vous pouvez retrouver bien sûr sur 01nettv.com, sur YouTube, bien sûr sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur votre box sur 01 TV qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur les box SFR canal 32, notez-le, c'est le nouveau canal maintenant sur lequel vous pouvez retrouver sur les box SFR 01 TV, mais aussi sur Freebox, sur les box Orange et sur FranceSat, sur le satellite, Jérôme. Et chaque mois dans 01 Drive, on s'intéresse à la fois aux innovations technologiques, aux tendances dans tous les secteurs, voitures, vélos, motos, scooters, avec un petit penchant pour la technologie et pour l'électrique notamment, avec des essais. Tout à l'heure, ce sera l'essai de la Porsche électrique, incroyable. Ouais. On parlera aussi de trottinettes, on vous l'a dit dans le sommaire. Et puis il y a de l'actu aussi, quelques petites news qu'on vous a préparées, et c'est tout de suite. En route pour l'actu, François. Et oui, et on va commencer, Jérôme, par un vélo autonome. Un vélo qui se conduit tout seul ? Exactement. On connaît les voitures autonomes. Oui. On a entendu parler des taxis volants autonomes du futur. On sait qu'il y a même des motos autonomes qui se préparent. Alors oui, eh bien, aux États-Unis, les chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, travaillent, eux, sur un vélo électrique. Regardez-le. Il avance entièrement tout seul. Alors il a 3 roues, si j'ai bien vu. Alors voilà, il a 3 roues. Tu as tout de suite percé le secret du vélo autonome en réalité. Parce qu'il y a deux questions qui se posent. Comment ça marche? Et puis tu vas me demander après à quoi ça sert. Mais voilà, alors comment ça marche, Jérôme? Comment ça marche? Eh bien tu le vois, c'est assez astucieux. C'est-à-dire que quand il y a une personne dessus, c'est un vrai vélo, voilà, on a l'impression qu'il n'a que 2 roues. Mais en fait, les 2 roues sont collées à l'arrière. Exactement. Les 2 roues arrière, en fait, la roue arrière est constituée de 2 roues qui vont s'écarter pour qu'ils puissent circuler de manière autonome. Alors, je ne sais pas si on va revoir ces images qui sont assez étonnantes. Là, elle sort du vélo, et là, alors, le vélo tient tout seul, et s'il veut, il est fatigué, il va rentrer chez lui, tac, il s'en va, et il va sagement trouver un autre conducteur. C'est pas beau, ça? C'est rigolo, disons. C'est étonnant. Ouais. Alors, c'est très sérieux, ce sont des chercheurs, des gens très très sérieux qui ont mis ça au point, et on se demande, tu vas me dire, à quoi ça sert? Quelle est l'idée? Écoute, moi j'entrevois quand même une idée, c'est que pour tout ce qui est partage de vélo, etc., on peut très bien imaginer qu'avec ton appli, toi tu as terminé ta course, mon vélo vient à moi, en fait. C'est tout à fait ça, c'est vraiment pour les systèmes de partage de flotte, et c'est notamment pour régler un problème qu'il y a beaucoup sur les vélos en autopartage, en partage, c'est les transferts, c'est-à-dire que parfois, suivant les heures de la journée, tu vas avoir des endroits dans les villes où il y a tous les vélos, et d'autres endroits où il n'y en a plus, parce que le matin, tout le monde est parti travailler, les a déposés à un endroit, etc. Donc il faut faire, par exemple, remonter à Montmartre, là, à Paris, sur les hauteurs de Paris, toute une partie des vélos. Et bien avec ça, on pourrait imaginer que demain, des vélos se promèneraient tout seuls dans la rue. Bon, alors j'ai l'impression que c'est encore un peu un concept. C'est pas tout de suite. Mais rappelle-toi les débuts de la voiture autonome. On rigolait, on trouvait ça complètement débile aussi.
Enfin, Alors que cela maintenant, dit, il y en a partout dans les rues. les voitures autonomes, pas encore. Alors Dimitri pourra nous confirmer tout ça, mais on a l'impression quand même que l'engouement autour du véhicule autonome s'est un peu calmé. Ouais. Autre actu qui est un petit peu plus triste, quoique, enfin franchement, peut-être que ces vélos vont revenir, c'est Jump. Ouais. Jump qui a retiré ses vélos et ses trottinettes électriques en libre service. Peut-être avez-vous l'habitude de vous servir de ce service bien pratique. Eh bien, il n'y a pratiquement plus de vélos Jump sur l'application d'Uber, puisque c'était sur l'appli Uber qu'on retrouvait les vélos Jump, parce que Uber s'est débarrassé de Jump. Alors, c'était donc les vélos et les trottinettes rouges, très faciles à repérer. C'était exclusivement à Paris, je crois. Donc, c'était un phénomène très parisien. Assez souvent. Moi, je l'ai beaucoup utilisé parce que, entre parenthèses, ce sont de super vélos. Ils sont puissants, ils sont confortables, ils sont solides. Ils étaient vraiment sympas. Mais là, c'est vrai qu'on se demande où sont passés les vélos Jump. Et tu l'as dit, eh bien, Uber s'est débarrassé. Alors, l'histoire est très compliquée. Oui, c'est compliqué. Et c'est une histoire de gros sous, en réalité. Uber a cédé sa flotte de vélos à une autre compagnie qui s'appelle Lime, qui est connue, qui fait de la vente, de la location de trottinettes. Parallèlement, Uber a investi dans la société Lime, mais ce transfert, apparemment, n'est pas complètement consommé, et les vélos, pour l'instant, sont entreposés dans un garage. Je crois qu'il y a 5000 vélos qui sont mis de côté. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais toujours est-il qu'ils ont quasiment tous disparu des rues parisiennes. En plus, il y a eu un autre phénomène parallèlement aux États-Unis, des tas de vélos Jump qui ont été retirés du marché et qui ont été envoyés carrément à la destruction, à la casse, avec une image, c'était le site The Verge qui avait montré ça, un cimetière de vélos absolument désolant en termes du gaspillage. Et apparemment, ces vélos n'étaient pas réutilisables, il aurait fallu mettre en place tout un système d'entretien, etc. Mais c'est pas tout à fait éco-responsable, tout ça. C'est pas très éco-responsable, mais il n'y avait pas apparemment d'autres solutions. Enfin bref, où sont passés les vélos Jump? On ne sait pas, on espère les revoir prochainement. Et puis rappelons que tous les vélos Lime sont verts, et là ils sont rouges. Donc si vous êtes peintre à vélo, je pense à mon avis, si votre spécialité est peintre à vélo, vous allez pouvoir, à mon avis, avoir du travail dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Et puis ça laisse juste un mot, ça laisse quand même le champ libre à Vélib, le service, en tout cas parisien, de vélo d'occasion qui marche de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a un taux de vélos endommagés chez Vélib, malheureusement. Voilà. C'est un problème. Bon, on va parler de véhicules électriques maintenant. Et puis, comme on se déconfine tous, Jérôme, tu l'as remarqué, le gouvernement nous pousse à acquérir un nouveau véhicule. Et alors là, si on prend un véhicule électrique, franchement, ça peut être le jackpot. Bah oui, acheter un véhicule électrique, ça a toujours été bien aidé, subventionné par les pouvoirs publics. Mais là, on sent que dans, comme on dit, le monde d'après, il y a une vraie volonté de passer encore plus à l'électrique, avec une multiplication des aides, des subventions, des bonus. C'est très compliqué et on a besoin de notre expert pour y voir clair. Il a tout révisé. Dimitri Charitis. Bonjour. Bonjour Dimitri, merci d'être là. Écoutez, le monde d'après utilise des méthodes d'avant, c'est-à-dire subventionner l'industrie automobile. Oui. Et on a tout à fait affaire à ça, avec du coup, vous avez certainement vu passer le chiffre, jusqu'à 19 000 € de bonus cumulables, bonus et primes cumulables. D'ailleurs, tu t'es un petit peu amusé sur 01net.com en poussant le bouchon au maximum en disant est-ce que finalement on peut avoir quasiment une voiture gratuite? 19 000 €, c'est presque le prix d'une voiture. C'est exactement la question qui s'est posée, c'est-à-dire il y a des voitures qui coûtent à peu près ce prix-là, et l'idée c'était de savoir si on pouvait ressortir de chez un concessionnaire en ayant laissé un billet de 20 €, on va dire. C'est pas tout à fait. C'est un pourboire. Exactement, c'est pas tout à fait ça. C'est pas aussi simple. Mais la somme de 19 000 €, elle est réelle. C'est la première chose qu'on a fait, c'est de vérifier ce chiffre qui était, dont on parlait un petit peu partout. Et effectivement, alors bien sûr, c'est pas tout le monde 19 000 €. Il y a énormément de conditions, c'est etc. un plafond. Ouais. Et pour atteindre ces 19 000 €, il faut donc du coup être éligible à beaucoup de conditions, habiter la bonne région, celle qui est bien, avoir un véhicule à mettre à la casse. Alors sans rentrer dans le détail du détail, est-ce qu'on peut quand même un petit peu lister les différentes Oui, bien sûr. Et puis surtout dire tout simplement que même si on ne peut pas prétendre à 19 000 €, on peut peut-être essayer d'approcher ce montant au maximum. Voilà. Et donc, du coup, le jeu consiste à voir quelles sont les aides disponibles dans son cas et de calculer l'enveloppe dont on va bénéficier si on veut investir dans un véhicule électrique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, du coup, pour les aides, c'est plutôt simple. Il y en a 4, donc après il faut juste essayer de voir les critères. C'est-à-dire qu'il y a 4 vecteurs, il y a 4... Il y a 4 familles d'aides ou de primes qui sont accessibles, et ces 4-là, il y a 7 000 € pour le bonus écologique classique, il a été rehaussé de 1 000 € à la suite. Il est passé de 6 à 7 000. Voilà, exactement. Là, il est valable pour tout le monde, celui-ci? Pour les achats de voitures neuves en dessous de 45 000 €. D'accord. Avec
Et il me semble une condition de revenu. Non, même pas. Je crois qu'il n'y a pas de condition de revenu. Non, celui-là n'est pas conditionné à un revenu. Donc finalement, on achète une voiture de moins de 45 000 euros, paf, on enlève 7 000. Ça, automatiquement. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, donc déjà, on passe de 45 à 38. Voilà. Si on a une voiture à 45. Sachant qu'elles sont généralement plus chères, quoi. C'est ça aussi le problème. Oh, pas toujours. Il y a des véhicules électriques. On ne peut pas comparer de toute façon. Il y a peu de véhicules électriques qui coûtent moins de 15 000 euros. Ouais. Enfin, oui. Voilà. Mais pour 45 000 euros, on a une belle voiture quand même aujourd'hui. Ah oui, pour 45 000 euros, on commence à avoir des voitures. Ah oui. Typiquement, la prochaine Mustang électrique qui doit sortir. Ah, c'est pas celle que tu voulais acheter? Non. Une Mustang? Non, voilà, mais c'est pour vous dire qu'il y a même du SUV électrique qui débute à ce tarif-là. Elle doit être à 43 ou 44 000 euros de mémoire. Donc, c'est quelque chose qui est accessible. La moins chère, c'est la Zoé, c'est ça? La moins chère, on va en parler, c'est la Skoda Citigo. Donc, c'est justement avec celle-ci qu'on va pouvoir jouer sur la somme minimale à sortir. Donc, première aide, premier vecteur, les 7 000. Voilà. Ensuite, on a la prime à la conversion. Alors, celle-ci, elle est beaucoup plus difficile à obtenir parce qu'elle dépend du revenu, c'est-à-dire 18 000 euros de bénéfice par part. J'ai le... C'est très compliqué. Oui, en fait, c'est évidemment, il faut pas gagner trop d'argent. En fait, il faut décrypter sa déclaration fiscale. C'est un revenu fiscal de 18 000 euros par part. Voilà. Alors, sachant qu'avant, ce revenu était à 13 500 euros, ça veut dire que l'aide s'ouvre à un peu plus de monde. D'accord. Donc déjà, ça c'est la base. Ensuite, ça c'est la prime à la conversion. Ça c'est la prime à la conversion, elle peut atteindre 5 000 euros. Et il faut aussi avoir un véhicule à mettre à la casse. Ah oui. Et là aussi, les véhicules accessibles ont été, les dates de véhicules accessibles, la date de mise en service de ces véhicules-là a été allégée. Et donc du coup, on peut mettre davantage de véhicules à la casse et bénéficier de cette ristourne-là. C'est quoi en gros, un vieux diesel? C'est un vieux véhicule à essence et un moins vieux véhicule diesel. D'accord. On a tendance à vouloir pousser vers la sortie des véhicules diesel et les véhicules à essence tout autant, mais on accepte qu'ils soient un peu plus... Donc déjà, on réduit un petit peu le nombre de personnes qui peut bénéficier de cette aide-là. Exactement. Il faut avoir un vieux véhicule éligible à cette aide-là et avoir des conditions de ressources bien spécifiques. Exactement. Ensuite, nous avons les bonus régionaux. Et là, pour le coup, ça va dépendre de votre région et de votre territoire en réalité. Ça peut être une ville, ça peut être justement la région. Et là, c'est à vous de faire les démarches pour voir ce qui est mis en place dans votre région, sachant que du coup, le maximum qu'on ait réussi à trouver, c'est le Grand Paris. C'est même pas la région, c'est la zone du Grand Paris, les 136 villes qui composent le Grand Paris, qui, elles, peuvent aider jusqu'à 6 000 euros les particuliers. Voilà. Et là, pour le coup, c'est les aides qui sont très disparates parce que ça va vraiment dépendre de la politique, de la région environnementale, de sa commune. Et là encore, il faut répondre, il faut cocher des cases, conditions de ressources, etc. Alors là, c'est la région qui va décider des critères d'éligibilité. Donc ça peut vraiment dépendre. Dans certaines régions, on va demander un revenu minimum, on va imposer un prix maximal à la voiture. Dans d'autres, on va être beaucoup plus permissif et on va simplement demander à ce que vous ayez un achat de véhicules électriques en optique. Mais comment s'y retrouver? Il y a un site qui référence tout ça? Absolument pas. Alors, il y a un site qui s'appelle jechangemavoiture.org qui a été mis en place par le gouvernement qui permet plus ou moins de voir à quoi on a accès, mais qui ne va pas forcément vous rediriger vers... Qui nous informe simplement. Ce sont simplement des ressources. Tu nous parlais de 3 axes, il y en a un quatrième? Il y en a un quatrième, et là, il est beaucoup plus limité. En tout cas, en montant, c'est 1 000 euros. Ça concerne les ZFE, les zones à faible émission. Alors, ça a l'air complètement bizarre comme sigle, mais en réalité, ça concerne presque toutes les grandes villes françaises où, justement, on impose une baisse des émissions. Globalement, les 15 plus grandes villes françaises y sont, et là, on peut obtenir jusqu'à 1 000 euros supplémentaires. Donc, mises bout à bout, ces aides, elles permettent d'arriver à la fameuse somme de 19 000 euros, et donc, du coup, d'aller chez son concessionnaire avec un sacré paquet d'arguments. Alors, fais-nous rêver. On arrive à avoir 19 000 euros. Oui. On peut avoir une voiture pour combien, en fait? Alors, le maximum qu'on a réussi à faire avec cette simulation-là, c'était de prendre les voitures les moins chères, les voitures électriques les moins chères actuellement, c'est la Seat Mii électrique et la Skoda Citigo, on en a parlé. Et alors, bien sûr, il y a encore des conditions, il faut encore aller lire. C'est plafonné, par exemple, à 27% du montant maximal de la voiture. Ah oui. Et donc, du coup, en jouant un petit peu sur ces chiffres-là, le minimum qu'il faille sortir pour acquérir un véhicule, c'est 4 000 euros s'il est neuf. Je crois qu'on arrive à 4 032 euros dans le cadre de la Mii électrique. C'est formidable quand même. C'est-à-dire que pour 4 000 euros, tu as un véhicule neuf, électrique, quasi subventionné par toutes les aides. Exactement. Alors voilà, c'est dans le cas où évidemment on coche toutes les cases et qu'on a envie d'une Seat Mii électrique qui, au demeurant, est une
très bonne petite voiture pour la ville. Et après, il faut aussi savoir qu'il y a le marché de l'occasion, qui lui n'est pas éligible à la première prime, le bonus écologique. De 7 000 De 7 000, mais qui est éligible à toutes les autres. D'accord. Et donc, du coup, sur le marché de l'occasion, il y a essentiellement des OE, ce qui va faire plaisir, tout à fait. en France en tout cas, mais ce marché-là, il est en train de s'agrandir. Et forcément, quand on n'a pas 19 000, mais 12 000 euros d'aide potentielle, on peut aussi, là pour le coup, on peut avoir une voiture en ne sortant rien de sa poche, puisque des voitures à moins de 12 000 euros, il y en a. C'est incroyable. Bon, après, ça ne va pas durer, ça, puisque rappelons qu'il y a un volant de prime qui est prédéfini. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de limite sur ces primes-là, sauf pour la prime à la conversion. Qui est à 200 000, je crois. Voilà, le cadre de la prime à la conversion qui existait auparavant, en tout cas la libération de ce cadre-là, c'est-à-dire des revenus un peu plus importants, la somme de 5 000 euros, en fait, ça c'est conditionné, ce sont les 200 000 premières personnes, les 200 000 premiers acquéreurs qui vont y avoir accès, sachant que là aussi il y a un couac, c'est-à-dire qu'en France on est incapable, on n'a pas l'outil pour compter. Voilà. Et donc pour le moment, cette aide. Il y en a un qui au bout d'un moment va dire oh attendez là, regardez on y est. Zut, on sait compter le nombre d'immatriculations. C'est comme ça qu'on fonctionne. Sauf que les immatriculations prennent en compte la date de livraison d'un véhicule et pas celle de la commande. Et donc on peut commander un véhicule qui va sortir dans 3 ans. Et donc vous voyez bien qu'il y a un petit écart. Donc là on est en train de mettre. On s'est un peu précipité. On s'est un petit peu précipité. On va sans doute changer. Ces 200 000 véhicules vont sans doute aboutir à une date ou à une date en disant une date butoir qui va justement être le. Mais c'est vrai que le conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est s'ils veulent bénéficier de ces aides, qu'ils ne traînent pas. Plus on le fait vite, plus on a des chances de pouvoir bénéficier de tout ça. À mon avis, avant d'arriver à 200 000, ça va aller vite. Il paraît que ça va très très vite. Alors, au début, il était question que ces 200 000-là partent dès le mois de juillet. La mise en place était au mois de juin et on pensait que dès le mois de juillet, ça allait s'effacer. En réalité, on voit bien que la complexité de mise en marche du système fait que ça va durer un peu plus longtemps. Mais ça peut partir assez vite, effectivement. D'accord. Bon, très bien, super. Bon, parfait, très bien. Vive la voiture électrique. Alors, subventionné. Je disais tout à l'heure qu'avec 19 000 euros, on pouvait peut-être avoir une roue de la Porsche Taycan. Est-ce que c'est le cas? C'est pas loin. Pas loin. Bon. Donc c'est l'essai du mois, la Porsche Taycan, avec Dimitri Charitsis qui reste en plateau, mais on a un petit jingle juste avant. Oui, bien sûr. La Porsche Taycan. On donnera le prix à la fin. Voilà. Bon, évidemment, elle est superbe. On l'a vu tout à l'heure, on va la revoir là. C'est une voiture qui est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Et en fait, l'histoire de la Taycan, elle est quand même assez complexe. C'est que Porsche, ça fait un petit moment qu'ils sont talonnés par Tesla. Tesla remporte, on va dire, tous les suffrages en termes de voitures électriques. On reconnaît à Tesla une domination qui est difficile à accepter. Qui est légitime et qui est difficile à accepter par les constructeurs historiques. Et donc ça fait un petit moment qu'on attend justement qu'un constructeur historique aille sur ce terrain-là et challenge véritablement Tesla. Et on le voit partout. À chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture qui est annoncée, vous devez le voir sur les titres. Est-ce que c'est le nouveau Tesla Killer, on va dire le nouveau, la nouvelle rivale de la Model S, et ainsi de suite. Tesla est devenu la référence. Tesla est devenu la référence et on attendait du coup cette Porsche avec beaucoup d'impatience parce que Porsche a tout intérêt à ne pas se faire botter les fesses par Tesla puisque justement la performance et la sportivité, ce sont ses terrains d'expression préférés. Donc c'est la première Porsche électrique. C'est la première Porsche 100% électrique. 100% électrique. Et on peut même aller plus loin, c'est la première voiture sportive 100% électrique. Parce que la Tesla Model S ou Model 3, ce sont encore des routières. Ce ne sont pas vraiment des voitures sportives. Mais quand on voit leurs performances, elles ont parfois les performances d'une voiture sportive, les Tesla. En tout cas, à l'accélération, effectivement. Ouais. Mais là où justement la Taycan va, moi et nous en général, t'as scotché. m'a scotché, c'est que c'est vraiment une véritable voiture de course. C'est-à-dire qu'on garde l'ADN Porsche. Alors, le principal défi pour Porsche, de toute façon, c'était ça. Il fallait que les gens qui achètent Porsche sortent de cette voiture en se disant c'est pas une voiture électrique, mais c'est une Porsche. Savoir, garder l'ADN sur une voiture électrique, sachant qu'il n'y a pas le fameux bruit qui enveloppe complètement les oreilles quand on roule. Oui, mais pour les gens qui achètent Porsche, ce bruit-là, il est important. Mais tu poses tout le problème. Pour Porsche, c'est plus qu'une révolution, en fait. C'est le fait de se dire, je vais apprendre, en fait,
à mes utilisateurs historiques à passer du thermique à l'électrique, c'est compliqué. C'est comme Harley-Davidson. Mais ne serait-ce que... Oui, c'est comme Harley-Davidson, exactement. C'est les convaincre que ça reste une voiture qui va leur procurer les mêmes sensations et la même émotion que les véhicules thermiques qui sont, eux, reconnus comme les voitures parmi les plus agréables à conduire. Et donc, du coup, l'objectif et on va dire la mission, le défi de Porsche, il était là. C'est-à-dire réussir à faire en sorte qu'il y ait un utilisateur de Porsche, qui en a plusieurs dans son garage, parce que c'est à ces gens-là que la voiture s'adresse. T'en as combien, toi, François? Voilà. Que cette personne-là sorte de ce Taycan et se disent « Ok, c'est une Porsche, c'est pas simplement une voiture électrique ». Paris réussit ou pas? Paris absolument réussi. Cette voiture est dingue. Je vais pas passer par 4 chemins. Non, mais réellement. C'est rare qu'il soit comme ça. Oui, c'est vrai. 100% emballé, Dimitri. Oui, parce que pour le coup, j'ai déjà conduit des Tesla Model S, la Model 3 aussi. Il y a toujours cette accélération-là. On est toujours bluffé par une voiture électrique parce que il y a le silence, l'accélération, la fluidité. Mais par contre, ce sont toujours des voitures qui sont, je vais pas dire qui manquent de caractère, mais quand on a une conduite un peu plus sportive, on en voit les limites. Là, on a véritablement un véhicule sportif. C'est pas que l'accélération, malgré le fait qu'on prenne 1,5 G sur les 2,8 secondes qui permettent d'atteindre le 100 km/h, mais ça reste un véhicule. Alors, on l'a testé sur route et sur circuit, et je peux vous dire que sur circuit, c'est une véritable voiture de course. C'est absolument hallucinant. Alors, on sait que on va dire la puissance, la vitesse ne sont pas compatibles avec l'énergie électrique. Exactement. C'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. L'électrique, on est plutôt sur de l'éco-conduite. Est-ce que ça veut dire qu'on a une autonomie limitée sur ce véhicule? Absolument pas. Non, évidemment, l'autonomie, alors c'est le seul point sur lequel Tesla va rester leader encore un moment. C'est-à-dire que là, on voit que la Model S a annoncé 650 km d'autonomie. On n'est pas du tout sur ces valeurs-là. Mais encore une fois, ce n'était pas le but de Porsche. Le but de Porsche, c'était simplement de reprendre la main sur le terrain de la sportivité, de se dire que voilà, Porsche arrive sur l'électrique, mais au bout dès le premier modèle, elle remet les pendules à l'heure et c'est elle la plus sportive des électriques. Donc l'accélération supérieure à celle de la Tesla. C'est à peu près la même chose. L'accélération, il y a des youtubeurs qui se sont amusés à comparer les deux. Ça se joue à quelques pouillèmes, mais on est dans les moins de 3 secondes. Donc en autonomie, on est à combien? En autonomie, selon le modèle, parce qu'il y a 4 modèles différents, enfin 3 exactement, et 2 modèles, on va dire, avec des batteries différentes, ça oscille entre 400 et 460 km théoriques. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est plus près des 300 que des 400, parce qu'on a évidemment tendance à accélérer un petit peu, dans les limites de la légalité toujours, mais à arriver à 110 ou 130 km/h beaucoup plus vite qu'habituellement. Et évidemment, sur l'autoroute, ça fond comme neige au soleil, mais ça, c'est tout à fait classique. Mais encore une fois, l'autonomie n'était pas du tout l'objectif de Porsche, et les choix qui ont été faits sur cette voiture ne vont pas du tout dans le sens de l'efficience. C'était vraiment faire la voiture la plus rapide, la plus sportive, la plus dynamique possible. Au-delà de l'aspect conduite, au niveau équipement électronique, high-tech, assistance à la conduite, etc. On va être sur une voiture d'autonomie de niveau 2, énormément d'assistance à la conduite et des assistances qui ont été aussi étudiées pour une conduite sportive. C'est-à-dire que là aussi, sur circuit, on peut doser le niveau d'assistance à la conduite et ça, c'est plutôt pas mal pour les gens qui font du circuit, justement. Et donc, du coup, oui, il y a, il me semble, une vingtaine de capteurs, 4 caméras. Alors, elle ne révolutionne pas spécifiquement elle fait au moins aussi bien que ce qui existe déjà. Exactement. Ouais. Elle fait à peu près... Et alors, le prix ? Alors le prix, il y en a plusieurs. Il y a une version qui est l'entrée de gamme, la 4S, Taycan 4S, qui commence à 108 000 €. Et et la version, on va dire, la plus chère, la Turbo S, commence à 187 000 €. Donc ce sont évidemment des voitures exclusives et on peut penser qu'effectivement, ce sont des gens qui ont plusieurs Porsche déjà dans leur garage qui vont s'essayer à cette version électrique. 4 portes quand même. 4 portes. Mais elle est assez compacte. C'est pas une grosse voiture. Enfin, en tout cas, là, d'après ce qu'on a vu, j'ai pas l'impression. Par rapport à la Model S ou la Model 3 Elle est à peu près identique à une. C'est bizarre quand on la voit comme ça en vidéo, on a l'impression qu'elle est plus ramassée. C'est que le design est réussi et justement, en fait, elle reprend plus ou moins les proportions d'une 911 et elle rappelle énormément la 911. Voilà, enfin, Porsche refuse de citer Tesla et se dit justement que son adversaire c'est la 911. C'est évidemment du marketing parce que c'est Tesla qui prend des clients à Porsche et à BMW. Les clients Tesla n'ont pas un Kangoo
Clairement, ils viennent directement, ils viennent de BM ou de Porsche. Et clairement, Porsche et les autres, en tout cas ces constructeurs-là, se devaient de faire une réponse à la hauteur d'une Tesla Model S. On verra si le pari, en tout cas le défi est rempli et si cette voiture se vend ou pas. Parce que voilà, ça va être Ça commence plutôt pas mal, les réservations sont là. En tout cas, les premières réservations, les premiers acheteurs sont là. Et les retours, en tout cas, des gens qui la testent sont très très bons. Donc après... Merci Dimitri. Merci beaucoup Dimitri Charaitis d'être passé nous voir. À retrouver dans 01net.com, le test de cette Porsche Taycan. À suivre, une start-up qui est de Toulouse et qui a créé un vélo qui se recharge tout seul. Alors, il faut un peu pédaler, mais on va tout vous expliquer. On va retrouver les bons conseils aussi de Caroline Niquez dans un instant. Ça sera notre avis de l'experte et on va évoquer l'éco-conduite. Et puis Jérôme, les trottinettes. Et voilà, c'est tout de suite, c'est notre séquence invitée. Ça se passe par là. Voilà, on a repris nos bonnes vieilles habitudes, notre petit canapé, on est bien. Donc tout à l'heure, on va retrouver Caroline Niquez, vous le savez, notre experte et qui s'occupe de l'innovation au Crédit Agricole Assurance. Et avec elle, on va évoquer, Jérôme, l'éco-conduite, un sujet très intéressant. Ce sera tout à l'heure. Et puis on va parler tout à l'heure d'un vélo électrique français assez astucieux qui se recharge lorsqu'on pédale. Oui. Voilà. Mais avant cela, avant de parler de vélo, si on parlait un peu de trottinette. Voilà, et nous sommes très heureux de recevoir le porte-parole de Bird. Driss Ibn Mansour est avec nous. Bonjour. 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 Alors, on va voir que Bird, ce n'est pas qu'un service de location de trottinette, il y a aussi pas mal de services. Vous êtes très innovant en passant des partenariats avec des startups, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Mais au départ, peut-être, revenir sur Bird, le concept, comment ça marche, et combien de trottinettes avez-vous, etc. Bien sûr. Alors, Bird, c'est une société américaine qui a été créée en 2017 et qui part d'un constat assez simple du fondateur qui travaillait pour la société Uber à l'époque, qui est que 60% des trajets en ville, donc intra-urbains, font moins de 5 km. Or, le mode, le form factor de la voiture est un mode sous-optimal pour ce type de trajet, ce type d'itinéraire. C'est gros, ça pollue. Absolument, c'est gros, ça pollue, ça coûte cher. Donc c'est pas du c'est lent, absolument. C'est beaucoup plus lent qu'un vélo. Les statistiques montrent que c'est plus lent, dans les embouteillages en tout cas, qu'un vélo ou une trottinette. Le nombre de fois où on a vu des trottinettes se faire doubler par une trottinette alors qu'on est en voiture, absolument. Ouais. Donc il s'est dit, il faudrait que je trouve un moyen de déplacement écologique, donc avec une empreinte carbone faible, voire nulle. Donc ça, il est allé tout de suite vers l'électrique, mais à la fois léger et sur lequel il n'y a pas de barrière à l'entrée. Parce que souvent, la moto électrique, il vous faut un permis, il vous faut une expérience de conduite, le vélo, c'est pas pour tout le monde. Et il a eu cette idée de trottinette électrique. Donc il a acheté un certain nombre de trottinettes électriques en ligne sur un site chinois, alibaba.com. Il les a mises dans la rue à Santa Monica, là où il habitait, là où il travaillait. Et il s'est rendu compte très rapidement que ça a attiré les gens, qu'il y avait un vrai engouement pour ce type de transport. En plus, Santa Monica, la trottinette, ça commence bien. Il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Il y a de la place, il y a des rues, etc. Ouais. Absolument. Alors aujourd'hui, vous opérez dans combien de villes de France ? En France, on est dans 3 villes aujourd'hui. On est à Paris, Lyon et Marseille. Alors les trottinettes, vous savez qu'il y a 2 écoles. Ça plaît beaucoup à certains, c'est vrai, c'est souple, toutes les qualités que vous évoquez. Dans certaines villes, on est arrivé aussi un peu à un problème de saturation, avec des incivilités, plusieurs acteurs, les trottinettes des cadavres de trottinettes sur les rues, n'importe où, etc. Tout ça. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la réglementation ? Parce que c'était un peu freestyle, quoi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Beaucoup d'opérateurs et beaucoup de comportements absolument irresponsables. Alors, effectivement, il y a eu un démarrage très fort sur le secteur avec beaucoup, comme je disais, des courbes de taux d'adoption qui sont assez impressionnantes. Donc, les personnes plébiscitaient le service et on sont mises à utiliser le service très vite. La conséquence, c'est l'entrée de beaucoup d'acteurs avec un niveau de service plus ou moins bon et un niveau de véhicule plus ou moins bon. Bird, Lime, Jump, absolument. Je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a plusieurs, absolument. Jump un peu moins. Là, mais en ce moment, Jump un peu moins. On en parlait tout à l'heure. Et donc, dès le début, en fait, ce sur quoi Bird s'est concentré, c'est améliorer notre véhicule. Donc, on est déjà à la 4e itération, la 4e génération de véhicules, qui est aujourd'hui le véhicule le plus durable du marché. La deuxième chose, c'est la qualité de nos opérations. Donc, aujourd'hui, à Paris, alors que beaucoup de nos concurrents travaillent avec des auto-entrepreneurs ou des personnes qui n'ont pas forcément les infrastructures pour gérer une flotte, nous, on a internalisé l'ensemble de nos opérations à travers la création pour la recharge notamment. La recharge et la réparation. C'est Bird, c'est pas des sous-traitants.
Absolument. C'est essentiellement Bird, avec aujourd'hui une centaine d'employés en France, en CDI, qui travaillent et font la recharge et donc la réparation de ces trottinettes. Driss, un mot sur le confinement. Ça a été une période difficile pour vous, j'imagine ? Absolument. Ça a été une période très compliquée. D'abord parce qu'on a dû suspendre notre service complètement pour des raisons de sécurité à la fois de nos usagers et de nos employés. Donc on a connu une perte de revenus de 100% parce qu'on n'avait pas de trottinettes dans les rues. En revanche, ça nous a permis un peu de repenser notre modèle, à la fois sur le plan sanitaire et le plan sécuritaire. Donc il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de partenariats qui ont été pensés et conçus pendant cette période de confinement et qui aujourd'hui arrivent à maturité et seront présentés ont été présentés ou seront présentés dans les jours qui viennent. Et dans un deuxième temps, ça nous a permis aussi de mieux comprendre les attentes de nos usagers en termes de sécurité sanitaire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là aujourd'hui. Alors, parmi les innovations, les nouveaux services que vous proposez, il y en a une qui s'appelle Bird Maps, qui est donc une sorte de Waze pour la trottinette. Absolument. Absolument. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les villes se transforment, notamment Paris. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pistes cyclables dans Paris. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble de la ville d'ici 2024 avec un réseau de pistes cyclables. Pendant le confinement, il y a eu 50 km de pistes cyclables qui ont été créées de manière temporaire. Et le projet d'Anne Hidalgo, si elle regagne les élections, c'est de pérenniser justement ces pistes cyclables. Donc, l'idée qu'on a eue, c'était de se dire... Du fait de l'existence de ces infrastructures, il faudrait qu'on puisse en faire profiter nos usagers au maximum et les encourager, les inciter à les utiliser. Donc on a noué un partenariat avec une société israélienne qui est donc le Waze, plus ou moins, de la micromobilité, du vélo et de la trottinette, qui permet à nos usagers, en téléchargeant cette application, de se repérer et de n'utiliser que les voies les mieux adaptées pour ce type de véhicule. Mais ce sont des voies réellement spécifiques ou c'est la même chose que pour les vélos en fait ? Alors il y a les deux. Les pistes cyclables, en fait, les voies cyclables sont utilisables pour les trottinettes également, absolument. Alors nous, sur cette application, on affiche à la fois les pistes cyclables, mais aussi les rues les plus larges et les mieux adaptées au vélo ou à la trottinette. Et vous allez me calculer un itinéraire qui va être trottinette friendly, quoi. Exactement, exactement. Ça, c'est la première innovation. Absolument. La deuxième, c'est un partenariat que vous avez passé avec des restaurateurs de vente à emporter. Et vous incitez en fait vos utilisateurs à aller dans ces restaurants avec un petit bonus pour eux. Exactement, exactement. Alors, on sait que la période de confinement était très compliquée et continue de l'être pour les restaurateurs, avec pour beaucoup l'obligation de fermer. Donc, on a essayé de trouver une solution de leur apporter un support, une aide. Donc, on a noué un partenariat avec un certain nombre de restaurateurs à Paris qui proposent de la vente à emporter. Donc, on affiche ces restaurateurs sur notre application. Donc, vous ouvrez l'application Burn, il y a un certain nombre de restaurateurs qui sont affichés dans l'application. Vous pouvez vous y rendre pour acheter un plat à emporter et nous, on vous rembourse la course. Donc j'y vais avec la trottinette. Absolument. D'accord. Ah, et vous remboursez la course en trottinette. Et si vous stationnez dans le périmètre qui correspond au lieu d'emplacement du restaurant, on vous rembourse jusque 5 €. Absolument. D'accord. L'objectif, c'est quoi là ? C'est d'inciter les gens à utiliser leur trottinette pour aller acheter à manger, c'est ça ? Alors l'objectif, il est double. Le premier, c'est qu'on constate que 60% de nos utilisateurs utilisent le service pour se rendre à un commerce de proximité. Donc c'est pour leur faciliter la vie et leur offrir un certain nombre d'options. Et le deuxième objectif, c'est d'apporter une aide et un support à ces restaurateurs, en sachant que la prochaine étape, c'est de permettre à nos utilisateurs de payer directement via l'app Bird. Donc il y a un portefeuille virtuel qui existe déjà à Santa Monica. Dans une centaine de restaurants, vous pouvez payer directement via l'application Bird. Et on aimerait mettre en place la même chose à Paris. Mais juste, un détail, mais vous parlez de vente à emporter et d'aller sur place, c'est-à-dire qu'on y va pourquoi ? Pour retirer quelque chose et partir voilà, après c'est du pick-up, de la vente à emporter et pas de la livraison. Ah oui, donc on fait l'aller-retour en fait avec on peut faire l'aller-retour ou puis y aller. Et puis, puis cliquer voilà, dans un parc. Exactement. C'est sympa. Ouais. Et vous remboursez jusqu'à 5 €. On rembourse jusqu'à 5 € du montant de la course. Ouais. Une course, ça coûte combien sur Bird en moyenne ? Aujourd'hui, la course moyenne, elle est autour de 4 €. D'accord. Voilà. Un peu légèrement en dessous de 4 €. Quoi pour 4 € de combien de kilomètres ? 4 €, alors le prix il est de 1 € pour de déblocage et de 20 centimes la minute. D'accord. Donc voilà, en fonction de la durée, distance parcourue, voilà, c'est en fonction de la durée. En fait, c'est pas sur la longueur du parcours, c'est sur la durée d'utilisation. C'est sur la durée d'utilisation. C'est ça, Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate une durée allongée post-confinement.
parce que les gens prennent moins le transport public, Oui. combinent moins métro et trottinette comme c'était le cas avant, et font tout leur trajet en trottinette. Donc on a passé, on constate 20% d'augmentation dans la durée. Eh bien voilà, Bird donc, et tous les services associés, vous avez encore plein d'autres choses dans votre besace. Peut-être que vous aurez l'occasion de venir nous en reparler. Merci beaucoup, Drissi Ben Mansour. Merci beaucoup, merci. Et tout de suite, Jérôme, on va découvrir un vélo qui se recharge tout seul, c'est ça? Oui, absolument. Alors nous allons appeler notre prochain invité, Christophe Baeza. Voilà, qu'on appelle par FaceTime, parce que je crois qu'il est en région, je crois qu'il est dans le sud-ouest. Bonjour, enchanté. Voilà, vous avez un bien bel arbre derrière vous, il fait beau, ben voilà, c'est Toulouse, quoi, ça c'est top. Et vous êtes le président, donc... Ça, c'est notre région, il faut venir. Eh ben voilà, mais arrêtez, ne nous tentez pas trop, on va venir vous voir. Vous êtes le président de 31, alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre société 31 ? Alors, 31 est une société qui fabrique des vélos, vélos électriques et non électriques, qui a été créée en 2013. Et on a la petite particularité de toujours vouloir pousser l'innovation un petit peu plus loin, on va dire. Et comme ça, eh bien, en 2014, on est devenu le premier Vélib électrique de France. On a équipé la ville de Vannes. Et là, maintenant, on a un vélo qui recharge tout seul à la décélération. Alors ça, c'est assez étonnant, astucieux. Donc comment ça fonctionne exactement ? Alors en fait, déjà, c'est parti d'une idée où je faisais un bike trip avec mes filles et on avait voulu être en totale liberté. Et donc, on ne voulait pas se soucier de où est-ce qu'on allait s'arrêter le soir. Sauf qu'on se rend compte que quand vous avez un vélo électrique, vous avez nécessairement besoin d'une prise. Mais oui. Donc, vous êtes obligé de prévoir où vous vous arrêtez le soir. Et à partir de là, quand je suis revenu de ce bike trip, j'ai dit, bah tiens, on va essayer de trouver quelque chose où on peut aller d'un point A à un point B, puis éventuellement à un point C, sans avoir besoin de recharger. Et donc, tant que vous pédalez, vous êtes assisté, comme beaucoup de vélos électriques. Par contre, lorsque vous arrêtez de pédaler, vous rechargez. Et lorsque vous rétro-pédalez, vous rechargez fortement. Mais alors, on recharge comment ? Vous dites quand on arrête de pédaler, on recharge. Il faut que ça roule en fait. C'est l'inertie. Il faut comme qu'on si roule. vous aviez une dynamo inversée. Donc la roue, ça vient prendre un peu de couple sur la roue. Donc quand vous êtes par exemple dans une descente où vous ne pédalez plus, que vous êtes en roue libre, vous avez le moteur qui se recharge tout seul. Et si vous voulez recharger encore plus vite, par exemple en ville quand vous arrivez à un feu rouge, au lieu de freiner, vous rétro-pédalez, ça vient vous ralentir et ça vient recharger le moteur qui est dans la roue. En fait, vous avez l'ensemble batterie-moteur qui est dans le moyeu arrière, tout est intégré. Mais en fait, c'est un peu vieux comme le monde, ce concept. Je veux dire, on a tous connu un vélo. Quand on pédale, ça fournit de l'électricité, ça allume la lumière. Les voitures électriques, aujourd'hui, quand on décélère, elles récupèrent l'énergie quand on roule et elles rechargent un petit peu la batterie. En fait, c'est ça votre concept. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a ces technologies qui existent dans la voiture. On a la dynamo, comme vous venez de le dire, qui vous permet de fournir de l'énergie à un éclairage, mais qui est loin d'être suffisant pour fournir de l'énergie à un moteur. Et c'est ce que nous, on a sur notre vélo. Mais c'est génial ça. Mais alors, est-ce que ça n'a pas des inconvénients ? Est-ce que par exemple, on sait que quand il y a une dynamo, on est obligé de pédaler un petit peu plus fort pour créer de l'énergie, parce que forcément, il faut qu'il y ait un petit, je sais pas quoi, une dynamo qui tourne pour recharger. Là, je ne vais pas transpirer encore plus. En plus, à Toulouse, quand il fait chaud, on transpire encore plus. Et c'est bien pour ça que ça recharge que lorsque vous décélérez, pas lorsque vous accélérez. D'accord. Lorsque vous accélérez, il se comporte comme un vélo normal. Par contre, quand vous ralentissez ou que vous freiniez un peu plus ou un peu moins, vous, ce que vous voulez, c'est freiner. Et si vous récupérez un peu d'énergie sur ce freinage et que vous l'injectez pour recharger le moteur, eh bien, vous pouvez faire des distances plus longues. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que contrairement à un vélo traditionnel où quand vous arrivez en fin d'autonomie, vous êtes obligé de pédaler tant que vous n'avez pas retrouvé une prise. Là, si vous arrivez en fin d'autonomie, à la première descente ou au premier coup de rétro-pédalage, vous êtes reparti pour 1, 2, 3 km. Mais Christophe, est-ce qu'il fonctionne à 100% de cette manière ou bien il y a une batterie et on peut aussi le recharger sur une prise électrique ? On peut aussi le recharger sur une prise électrique. Vous avez
comme une prise jack qui vient se mettre dans l'axe du moyeu, et de l'autre côté, vous pouvez le brancher au secteur de façon traditionnelle. Parce que malgré tout, il ne se recharge pas, ce n'est pas une recharge éternelle. Vous avez des autonomies qui sont bien plus prolongées par rapport à un vélo traditionnel, mais il y a quand même une notion d'autonomie. Ouais, donc ça veut dire, si j'ai bien compris, il faut passer par la prise de courant, que le fait d'avoir ce système n'est qu'une option pour recharger sa batterie. C'est-à-dire que malgré tout, si je veux vraiment avoir une batterie chargée à 100% tout le temps, il faut que je la branche le soir sur le courant. Si vous voulez ne pas utiliser la recharge au rétropédalage ou à la décélération, vous pouvez le recharger 100% sur le secteur. Alors ce vélo, il existe, c'est pas seulement un prototype. Il est commercialisé. On existe depuis 2013. Les premiers vélos sont sortis en 2014. Oui. Et vous êtes les seuls à faire ça? À ma connaissance, en France, oui. Combien il coûte votre vélo? Il coûte 2,50 € par jour. Ah, c'est que de la location? Le marketing est passé par là. Alors vous pouvez l'acheter à 2 659 € ou le louer à 2,50 € par jour. Très bien. Mais alors encore une petite question sur ce moyen de recharge. Si je fais un trajet habituel quotidien, tout dépend en fait du fait que si ça monte ou ça descend, non? Il y a aussi, je dirais, le relief qui a un impact sur comment dirais-je, la pertinence de votre service. Alors tout à fait. Et ça a un impact positif, puisque comme je vous ai dit, vous rechargez à partir du moment où vous décélérez. Donc dès que vous avez des variations de vitesse, c'est-à-dire soit sur des paysages vallonnés, soit en centre-ville où vous avez des phénomènes d'accélération, décélération à cause de la circulation des feux rouges, etc., mais c'est justement comme ça que vous allez prolonger d'autant plus les autonomies. Il n'est pas trop lourd, votre vélo, il pèse combien? Ça, c'est le gros avantage aussi de notre technologie, c'est que ça nous permet d'embarquer des batteries beaucoup plus petites. Et donc, on a un vélo qui pèse 18 kg, ce qui le place parmi les plus légers du marché. Puisqu'un vélo électrique traditionnel est à peu près aux alentours de 25 kg. Christophe Baiza, où trouve-t-on votre vélo? Alors, aujourd'hui, vous le trouvez dans quelques magasins un peu partout en France. Et puis après, vous pouvez faire aussi des demandes d'essai de notre vélo sur notre site, sortyone.fr. Et on vient directement chez vous faire essayer le vélo. Dans toute la France? Tout à fait. Quasiment toute la France. Vous allez quitter votre sud-ouest pour venir nous voir à Paris, c'est ça? Si vous me demandez un essai, moi ou un autre, on viendra vous voir. Et petite question, pourquoi votre société s'appelle-t-elle 31? J'ai une petite idée, est-ce que ça aura un rapport avec votre département précisément? Alors voilà, nous on est très attachés au local et ça fait bien longtemps, puisqu'on est créé depuis 2013. Et comme je dis tout le temps, nous on y est tellement attachés qu'on a écrit sur notre vélo. Donc 31, c'est 31 comme le département, et en anglais pour pouvoir aller à l'international. Parfait, très bien. Écoutez, super. Bon vent à 31 et puis donc voilà, tapez si vous êtes intéressé par ce concept sur Google, 31, vous en saurez un petit peu plus. Très innovant, super vélo. Merci Christophe Baiza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci. On enchaîne tout de suite avec. On va rester un peu dans ce sujet, Jérôme, puisqu'on va parler d'éco-conduite. La conduite propre et responsable. Avec Caroline Nicaise qui nous rejoint ici même sur ce canapé. Et l'avis de l'expert, c'est avec Caroline Nicaise, vous savez, chaque mois dans 01 Drive, directrice de l'innovation au Crédit Agricole Assurance. Bonjour Caroline. Bonjour à tous les deux. Bonjour Caroline. Alors on va parler donc d'éco-conduite. La question est simple, pour commencer, qu'est-ce que c'est que ça, l'éco-conduite exactement ? Alors l'éco-conduite, en fait, c'est une sorte de conduite citoyenne, conduite responsable, qui permet en fait de limiter son impact sur l'environnement, assurer une meilleure sécurité aussi dans la circulation, et puis, je dirais, baisser aussi en fait les coûts d'entretien de son véhicule. Ouais. Alors voilà, ça passe par un certain nombre d'actions. On pourrait appeler ça la conduite responsable. Oui, la conduite citoyenne. Et puis cool, quoi. C'est pas la peine comme toi, au feu rouge, appuyer, accélérer comme un malade. C'est pas possible, ces accusations-là. C'est pas possible. Oh là là. Alors, je vais vous expliquer comment on peut faire. Concrètement, il y a des actions à faire pour justement participer à cette voie de l'éco-conduite. Alors, quelques exemples d'actions possibles pour chacun. Par exemple, je change de vitesse. J'évite de passer mon temps à freiner, accélérer dans ma voiture. J'évite de mettre la clim à fond
tout le temps dans ma voiture. J'active le Start & Go de ma voiture. Et je pense également à l'entretien dans les voitures qui l'ont. Voilà, dans les voitures qui l'ont évidemment. Et puis je pense à l'entretien de ma voiture et l'entretien de mon moteur. C'est-à-dire les révisions régulières. Exactement. Le stop and start qui, rappelons-le, permet, quand vous êtes à l'arrêt, à un feu ou pendant que vous vous arrêtez pendant un moment, en fait, le moteur se coupe et redémarre après quand on accélère. Complètement. Après, il y a ceux qui sont pour ou contre le stop and start, mais c'est vrai qu'on peut économiser du carburant et puis on fait vraiment un acte d'éco-conduite avec ça. Exactement. Oui, parce que le but du jeu, in fine, c'est d'économiser de l'énergie et éviter de relâcher moins de gaz d'échappement, bien entendu. Alors, on va vous quelques chiffres pour voir les impacts en fait de l'éco-conduite. Il y a déjà un premier chiffre qui me semble important, c'est sur la sécurité routière. C'est-à-dire que ce qu'on constate, et c'est l'ADEME qui le dit, c'est que les comportements d'éco-conduite amènent à quasiment 10-15% d'accidents en moins. Donc ça, c'est quand même important. Et puis, un autre chiffre intéressant, c'est une conduite très nerveuse en ville, par exemple. Ça peut être une surconsommation de carburant de près de 40%. Donc on voit qu'il y a un impact évidemment sur la sécurité, un impact sur l'environnement, un impact aussi sur sa consommation de carburant, sur sa propre facture. Est-ce qu'on peut participer à l'éco-conduite avec n'importe quel type de véhicule, Caroline ? Alors oui, que ce soit un véhicule thermique ou un véhicule électrique, on peut faire l'éco-conduite. Alors sur un véhicule électrique, par exemple, le fait de bien utiliser son boîtier de vitesse, de changer des vitesses, eh bien ça peut recharger votre batterie. En fait, donc c'est intéressant de le voir aussi comme ça. Ah oui, c'est-à-dire avec ma Zoé. C'est vrai ? Eh oui. Oui, mais monsieur est un éco-conducteur parfait, comme chacun sait. Non, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que après, voilà, ça devient ludique. Et on s'amuse à recharger sa batterie simplement parce que on est en descente et qu'on ne va pas freiner avec le frein moteur, mais simplement le frein, on va dire, normal du véhicule va permettre de recharger et de gagner quelques pourcentages de batterie. Exactement. Mais c'est vrai qu'en plus, avec le confinement, là, on a eu quand même une période un petit peu bénie où on sortait dans la rue et on n'avait pas ces odeurs de gaz d'échappement auxquelles on ne faisait même plus attention avant. Là, ça y est, sont revenus. Et c'est peut-être pas une fatalité, finalement. Oui, c'est vraiment un sujet, je pense, de comportement et de responsabilité par rapport à l'environnement. Donc, c'est une responsabilité individuelle, mais ça peut être aussi une responsabilité d'entreprise. Donc l'éco-conduite, voilà, oui, c'est ça. Alors on récapitule, ça marche sur les véhicules électriques, sur les véhicules thermiques, et puis donc nous particuliers pouvons en bénéficier, mais il y a aussi un vrai enjeu, vous le disiez, avec les entreprises qui des flottes de véhicules incitent en fait leurs employés à pratiquer l'éco-conduite. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les entreprises se sont pas mal emparées du sujet, déjà parce qu'en fait les impacts, on les voit à plus grande échelle quand on a une flotte de véhicules. Il y a près de 60% des entreprises qui ont des flottes de véhicules de plus de 100 véhicules qui ont mis en place des formations à l'éco-conduite, quel que soit le type de support, parce que justement il y avait un certain nombre d'impacts. Je vais vous citer un exemple pour une grande entreprise française qui a mis en place l'éco-conduite et qui a une grosse flotte de véhicules. C'est près de 10 millions d'euros d'économies sur 6 ans, moins 15% d'accidents, moins 20% d'amendes, et puis une baisse en fait de consommation CO2 de 5 à 7%. Donc on voit que voilà, à grande échelle, ça marche. C'est pour ça que les entreprises aussi se sont préoccupées de ce sujet-là. Vous dites baisse des amendes, c'est-à-dire c'est pour des excès de vitesse essentiellement ? Oui, et oui, bien sûr, puisque forcément l'éco-conduite nous incite aussi à rouler plus prudemment. Oui. Voilà, c'est ça aussi qui est fort. D'anticiper davantage aussi dans les comportements, d'être très vigilant à ce qui nous entoure. Donc oui, c'est en ce sens que c'est une conduite citoyenne aussi. Alors, est-ce que les startups françaises poussent l'éco-conduite et créent des applications ou des services liés à l'éco-conduite ? Alors, je vais vous citer 2 exemples. Le premier, c'est une startup française qui s'appelle WeNow, qui a développé en fait un boîtier d'éco-conduite que vous branchez sur la prise diagnostique de votre véhicule et qui mesure en fait la façon dont vous conduisez, que vous soyez en ville, à la campagne, sur autoroute, et qui vous restitue sur l'appli en fait vos comportements, vos performances. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez... Une espèce de coach en fait. Exactement, avec des conseils d'éco-conduite donnés par l'ADEME, donc tamponnés avec un tiers de confiance, et puis qui permet aussi, et ça c'est intéressant dans l'approche, de compenser ou neutraliser l'impact carbone de vos déplacements par le soutien en fait, de programmes verts, de replantation d'arbres en France ou dans le monde. D'accord, donc on peut être bien noté ou mal noté si
par exemple, on appuie un peu trop sur le champignon, non? Alors voilà, donc on voit si on est plus ou moins bon, telle ou telle journée, à tel ou tel endroit. Et donc, c'est pas du tout... c'est plutôt incitatif, ça incite vraiment à être de plus en plus vertueux. Et ça, je trouve assez intéressant de mettre, en fait, le conducteur en responsabilité, en fait. Alors, vous testez, je crois, au Crédit Agricole Assurance, enfin, certains des collaborateurs du Crédit Agricole Assurance testent ce service. Oui, on l'a en fait déployé sur notre flotte de véhicules d'entreprise, pour nos commerciaux, les véhicules de fonction, etc. Et on a mis en place, en fait, depuis 2 ans, en fait, la solution WeKnow. Donc, et ils sont plus zen. Et ils sont zen, et en tout cas, il y a un impact positif. Et je pense que c'est important aussi, comme entreprise, de montrer un petit peu l'exemple aussi sur ce type de sujet, d'autant qu'il y a une vraie attente aussi de la population et des parties prenantes. Il y a un enjeu aussi pour les assureurs derrière tout ça, non? Ah oui, il y a un enjeu moins évidemment. Moins de sinistres peut-être, moins Exactement. d'accidents, des choses comme ça. Exactement, ça rejoint aussi les sujets de prévention. Et puis en tant qu'assureur, on est aussi très très sensible et de plus en plus sensible au sujet d'environnement et d'impact sur l'environnement. Donc c'est des initiatives qui sont tout à fait vertueuses. Alors on parle des voitures, mais je crois qu'il y a également des innovations pour l'éco-conduite, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais au niveau des avions. Oui, alors j'ai un exemple à vous proposer de la start-up toulousaine Open Airlines, qui, elle, a développé, en s'appuyant sur les technologies de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui permettent, en fait, avec toutes les données de l'avion, de simuler en fait, les trajets les plus vertueux et qui amènent quand même avec des résultats intéressants, des économies de kérosène jusqu'à 5% sur un trajet en avion. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, il n'y a pas de limite à l'éco-conduite et on peut avoir des optimisations ou des façons de se déplacer qui soient plus respectueuses de la planète. Et en plus, comme on pointe du doigt en ce moment le transport aérien, ça a d'autant plus d'intérêt. Hein, si on peut économiser quelques pourcents de kérosène lors d'un trajet, c'est toujours ça de prix. Hein, exactement. Puis à l'échelle d'un avion, 5% de kérosène, c'est pas rien, je pense. Bien sûr, ouais. Merci Caroline pour toutes ces précisions. L'éco-conduite, voilà. Et c'est avec Caroline Niquez, notre experte, que se termine ce 01 Drive. On sera là, bien sûr, le mois prochain. Vous le savez, 01 Drive, c'est votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités sur 01 TV. Salut à tous et à très vite.